Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut Kevin, comment vas-tu ? Salut François, je vais très bien et toi ? Ça va, super. Bon, on arrive enfin à tourner ce deuxième épisode. Bon, les gens ne le sauront pas puisqu'on va diffuser tout ça semaine après semaine, mais c'est une galère de diffuser un podcast. On se rend pas compte, hein. On se dit c'est un contenu facile à faire et en fait... En fait, il y a plein de petits détails techniques, le micro, la vidéo, ouais, c'était périlleux. Mais on y est. Bon, je suis content d'être là avec toi. Et ben moi aussi. Donc pour rappel, pour ceux qui découvriraient le podcast sur ce deuxième épisode, on va peut-être se représenter rapidement. Le premier épisode, on avait plutôt parlé de moi et de mon parcours, et l'objectif de cet épisode, c'est de parler de toi. On va parler dans ce podcast de sport, d'entrepreneuriat, et puis de plein de choses, hein. Donc c'est ça l'objectif. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à ton parcours, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est le projet. Je vais me mettre à nu devant toi et devant les auditeurs. Bon, bah, ça tombe bien, on a la vidéo, c'est génial. Eh ben écoute, je vais commencer par une première question à te poser. Bah déjà peut-être, je sais qu'actuellement, on va parler de sport tout de suite, et puis rapidement, on va en venir à ton activité et à ton business. Je sais que tu t'es mis à la boxe cette année. J'aimerais que en tant que passionné de boxe, du coup, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton retour sur, là, voilà, ça fait plusieurs semaines que tu t'entraînes régulièrement. J'aimerais tout simplement avoir ton retour, hein. Donc c'est boxe anglaise, hein, c'est ça ? Ouais, boxe anglaise, je suis passé par le sanda, donc le pied-point. Puis là, définitivement boxe anglaise. Alors les sensations après plusieurs semaines d'entraînement, tu t'entraînes là pour l'instant, tu m'as dit que je crois que tu fais une fois par semaine parce qu'à côté tu fais de l'haltéro, on reviendra dessus. Mais là tu as une fois par semaine en anglaise, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc là, je fais un cours de boxe anglaise par semaine. C'est une activité pour moi très stimulante, et puis ça fait travailler mon cardio. Étant donné que voilà, je fais de l'haltérophilie, donc 3 à 4 fois par semaine, donc c'est un sport de force. Et pour entraîner mon cardio et stimuler un petit peu ma combativité pure et dure, on va dire, eh bien, je pratique un sport de combat. J'ai commencé par la lutte il y a 3 ans, j'ai fait 1 an et demi, et puis ensuite, là récemment, je me suis mis à la percussion. J'ai fait 3-4 mois de sanda, donc de pied-point. Donc ça se rapproche un petit peu de la boxe thaïlandaise, sans les coudes et les genoux. Et puis, c'est vrai que tu m'as convaincu de passer à la boxe anglaise, hein, clairement. Et puis, étant donné les contraintes articulaires sur les membres du bas du corps au sanda, donc au pied-point, avec mon activité de l'haltérophilie, je ne pouvais pas me permettre. Donc, je me suis dit, on va se faire un petit sport de combat de salon où on pratique en chaussures. Ça veut tout dire, tu sais, t'as des chaussures, bon voilà quoi, tu mets des gants, il n'y a besoin que de ça, des gants, voilà. Et tu peux pratiquer ce sport n'importe où. Donc voilà, et donc ça fait maintenant, depuis la rentrée, là, que assidûment, j'y vais une fois par semaine à boxe anglaise. Il faut savoir que donc, j'ai un passif de militaire, donc à l'armée, j'ai déjà mis les gants, j'ai déjà fait 2-3 oppositions, j'ai appris en fait à l'armée à prendre des coups et à en donner, mais avec une pratique qui n'est pas du tout académique. Je donnais des coups instinctivement. Et puis, écoute, mon retour, c'est que là, le fait d'en pratiquer comme un sport et pas comme on faisait à l'armée, plutôt comme un défouloir et plus un prérequis au combat, eh bien, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que là, j'ai accès à toutes les palettes techniques de ce sport. Et ce que je peux dire, en tout cas, en étant passé par la lutte, par la lutte, qui est un sport de combat très très technique et très contraignant en termes de contraintes articulaires, en termes d'amplitude de mouvement. Je veux dire, jusqu'à maintenant, je peux le dire, c'est le sport le plus technique que j'ai eu à pratiquer, la lutte.
Ensuite, il y a le pied-point. Pourquoi? Bah, parce que le pied-point, voilà, faut bouger les jambes, enfin, se mouvoir en 3 dimensions avec les membres du bas du corps et du haut du corps. Et ensuite, on va dire que je sens la boxe anglaise. Je dirais que oui, je peux dire que c'est moins technique. C'est moins technique parce que forcément, il y a moins de coups, il y a il y a une palette technique moins grande. Mais du coup, c'est très épanouissant rapidement. Puisque, vu qu'il y a moins de coups, eh bien, on peut tout de suite en apprendre très vite. Et donc commencer à s'amuser avec les adversaires rapidement. Voilà. Donc je dirais, boxe anglaise, pour l'instant, si je devais faire un bilan, j'apprécie énormément. Ça me permet de réduire les contraintes sur les membres du bas du corps, ça me permet de me défouler mon cardio. Et puis voilà, on va pas se mentir, hein, se mettre des grands parpaings dans la gueule, tu ressors, voilà. En fait, à chaque entraînement, c'est plus 2% de testostérone. En fait. Mais alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que ça fait plusieurs années, bah moi, ça fait plusieurs années que j'en fais, et je sais qu'il y a une époque, notamment quand tu es revenu de l'armée, où, où je t'avais dit, bah tiens, tu devrais peut-être tester la boxe, etc. Et je me souviens que, justement, le fait de mettre des coups, etc., tu n'avais plus envie. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qui fait que tu t'es dit, bon, allez, finalement, j'y vais, par rapport à, alors je sais plus hein, la chronologie, mais je crois que c'était il y a peut-être 3 4 ans, où tu m'as dit, franchement, à la limite, je ferais de la lutte, ou à la limite, je ferais du sol, mais je sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit, franchement, me prendre des patates ou mettre des patates, là, pour l'instant, c'est pas du tout voilà. Est-ce que c'est l'armée qui t'avait effectivement un peu dégoûté de ça, ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qui a évolué en fait par rapport à ça? Ouais, après, je dirais que c'est plus la fréquentation. Hein. Quand tu vois tous tes potes qui se mettent. C'est bête et con, mais tu vois, on parlait des fréquentations dans le premier podcast, là c'est pareil. Je vois tous mes potes, je vois toi et nos amis en commun qui pratiquent, ça m'a donné envie. Ça a fini par te donner envie, ouais. Ça a fini par me donner envie parce que, bon, là, puis voilà, c'est une histoire de. Il y a il y a d'autres causes, hein. C'est l'haltéro aussi qui fait que, bah voilà, la lutte, je pouvais mettre une croix dessus, c'est sûr, parce que même une fois par semaine, c'est impossible. Pourquoi trop exigeant techniquement du coup, ou trop blessant Trop exigeant les deux? techniquement, trop Ok. exigeant techniquement, trop de contraintes sur toutes les articulations. Mhm. Mais j'ai fait un genou à la lutte, quoi. J'ai fait un genou à la lutte, ça m'a valu 3 mois de convalescence, 3 mois où je peux pas pratiquer l'haltérophilie, un sport où j'évolue en compétition à mon humble niveau, hein, mais bon, c'est pas possible en fait. Là, j'ai repris le pied-point, même au Sanda où je faisais le. Là, j'ai pris les sports de percussion, donc sport de combat avec des coups. Même au Sanda, j'ai jamais rien eu, quoi. Et à la boxe anglaise, encore moins. Boxe anglaise, bon voilà, tu mets tes chaussures, tu protèges dans le gant et en avant, quoi. Alors Donc voilà, je dirais fréquentation. c'est- Fréquentation et ok. c'est des concours circonstances. Ok, d'accord, c'est fréquentation. Parce que je sais que ton rapport à moi, ce qui m'intéresse, pour creuser un peu le rapport à la violence, après on va pas parler que de ça évidemment tout l'épisode, mais moi ce qui m'intéresse, c'est aussi ton retour d'expérience par rapport à la violence que tu peux voir à l'armée, parce que clairement aujourd'hui, quand tu écoutes des mecs qui ont fait l'armée, tu vois que le rapport à la violence, il est complètement différent des civils, voilà, des gens voilà, qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Voilà, les gens donnent beaucoup leur avis, tu vois, sur les conflits, etc., etc., ou sur la violence qu'il peut y avoir en banlieue, etc. Mais en fait, la plupart des gens, tu te rends compte qu'en fait, ils connaissent pas du tout la violence. Moi, si j'avais pas fait de la boxe, clairement, j'aurais pas, tu vois, tout ce qui est violence physique, etc. Bon, je l'avais vécu un petit peu peut-être au scout, où on essaie de te secouer un petit peu, mais c'est gentil. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce que l'armée t'a apporté là-dessus. Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté l'armée là-dessus? Déjà, quel a été ton rapport à la violence à l'armée, que ce soit tu vois, par rapport à ton entourage que tu avais à l'armée, ou par rapport même à ce que vous avez vécu? Tu as fait des OPEX, et ça m'intéresse de savoir un peu entre avant et après l'armée, comment un peu ton rapport à la violence il a évolué, tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que ça t'a appris? Voilà. Ouais, bah, je vais essayer. Déjà, premier mot, résilience. Bon, voilà. T'arrives à l'armée, t'arrives en plus au bas de l'échelle. Donc, tu mets un groupe d'hommes ensemble.
Ensuite, tu contrains ces hommes-là à la discipline et à beaucoup de restrictions pour entraîner le mental. Et voilà, et tu donnes forcément des étincelles, hein, c'est logique, hein, un groupe d'hommes, voilà, ça donne des étincelles, et puis ces étincelles, bah, ça se traduit par des coups, alors d'abord des insultes, ensuite des coups, mais c'est un méli-mélo d'affection et de brutalité, c'est très bizarre. L'armée, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que voilà, ça m'a vraiment introduit à la violence, parce que en fait, je suis arrivé dans un milieu militaire, dans un régiment qui n'était pas forcément très opérationnel. Donc forcément, si tu veux, au bas de l'échelle, ceux qui arrivaient, bah, c'était des mecs, c'était pas des mecs qui recherchaient l'amour de la patrie ou des choses comme ça. On n'était pas rassemblés du tout. On n'avait pas le même objectif, tous. Donc, pareil, pas le même niveau d'éducation. On était tous, mais on était tous logés à la même enseigne. Et voilà, donc ces étincelles, ces frictions au sein du groupe, parfois menaient à des petites bagarres. Voilà. Mais comme on a pu voir au collège ou au lycée, en Ouais, bien final. sûr. Il y a deux trucs intéressants, je trouve, dans ce que tu viens de dire, c'est tu mélanges des gens de classe sociale et d'éducation différentes ensemble. Déjà, forcément, ça crée des frictions. Effectivement, les restrictions, ça c'est très drôle, enfin c'est très drôle, non, c'est pas drôle, mais c'est vrai que c'est marquant. Tu vois toujours dans les sociétés, quand les gens s'appauvrissent et quand il y a des restrictions, quand tu es obligé de se restreindre, bah, tout de suite ça crée de la violence à une grosse échelle. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est quand tu dis qu'il y avait une forme d'affection mélangée à de la violence. Et ça me fait penser, tu sais, à la fin des combats, que ce soit des combats de boxe, des combats de MMA, en fait, les mecs se serrent dans les bras, tu vois, s'embrassent et puis ils repartent super bons copains. Et limite, les mecs vont boire un coup après. Au rugby, pareil. Et c'est vrai que c'est toujours assez paradoxal de voir que en fait, les endroits où tu as le plus de violence, c'est aussi là où tu retrouves peut-être le plus de sincérité après tu vois, dans l'affection, etc. C'est assez étonnant. Et qu'est-ce que tu as pu voir en OPEX aussi enfin, pas ce que tu as pu voir, je sais pas ce que tu peux dire et ce que tu as envie de dire aussi, mais j'imagine que tu es allé dans des pays, pour le coup, au niveau restriction, on peut pas faire pire, je pense. Qu'est-ce Qu'est-ce que ça t'a appris, ça, ces expériences-là en OPEX, de voir d'autres pays, des pays pauvres? Après, je sais pas, voilà, ce que tu peux dire, pas dire, là où t'es allé, là où t'as été en OPEX, mais qu'est-ce que ça t'a appris de faire ces opérations extérieures là-bas? Et qu'est-ce que t'as pu voir? Qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Ah oui, alors, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que ça m'a apporté en gros de partir en opération? Alors juste avant, je voudrais quand même préciser qu'il y avait des moments de violence, d'extrême violence, donc de bagarre à l'armée. Par contre, il y avait aussi des moments d'affection de groupe. Voilà. En fait, il y avait une image que je voulais évoquer, c'était celle du prolongement du lycée. En fait, c'est simple. Il faut imaginer l'armée comme imaginer tous les mecs un peu bourrus, un peu voilà, un peu casse-cou de ton lycée. Tu les mets tous et tu les envoies au prolongement du lycée en fait. Donc, et tu les fais dormir ensemble, tu leur fais faire des épreuves, tu leur fais faire des voilà. Et donc il y a de la camaraderie, là, donc il y a l'aspect violence, mais il y a l'aspect épanouissement personnel aussi. Hein. C'est la rusticité, comme je disais en premier, la résilience. Voilà. Ensuite, en OPEX, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose en fait. Et puis en OPEX, je dirais que c'est même plus simple. À l'armée, on dit souvent entraînement difficile, guerre facile. Donc pour moi, j'ai été donc 2 fois en République centrafricaine. À l'époque, c'était là-bas très dur. Quand j'y suis allé, bon, il y a eu il y a eu deux trois petits tics, mais c'était pas, enfin, j'ai rien vécu de traumatisant en tout cas. De toute façon, on était bien préparé pour ça. Le dicton, le dicton est bien donné, hein, entraînement difficile, guerre facile. Donc on s'entraînait dur sur le territoire français. Alors, il y a un truc que je comprenais pas, c'est qu'on allait beaucoup s'entraîner dans le nord de la France, là où on se l'écaillait, et on partait en Centrafrique où il fait 40 plombes. Donc bon, c'est un peu paradoxal, mais bon, ouais, ça. J'ai voyagé aussi, donc comme tu dis, j'ai vu un pays pauvre, j'ai vu les gens être, surtout les enfants, et tu les vois ils courir, ils sont insouciants, ils sont là.
C'était avant tout une expérience humaine. Moi, j'ai trouvé, enfin, vu que j'ai rien vécu de traumatisant, bon, j'ai tué personne, j'ai eu, voilà, les deux, trois petites scènes qui m'ont marqué, mais rien de traumatisant. Ce qui m'a surtout marqué, c'est les longues nuits de garde sur les postes, dans les postes de contrôle, dans les postes de garde. Donc là, tu as le temps de réfléchir à ta vie, tu as le temps de. Ou pas. Bonne expérience. J'ai vu un climat différent, une culture différente. Ça m'a beaucoup rapproché du continent africain, finalement. J'ai toujours été quelqu'un d'ouvert d'esprit et donc je dirais que ça m'a apporté ça m'a encore plus ouvert l'esprit. Et à l'époque, j'étais un peu naïf, hein. Je n'avais pas vraiment conscience de pourquoi on était là-bas. Je ne me posais pas vraiment de questions. Maintenant, maintenant, c'est sûr que je ne voudrais plus y aller. Enfin, il y a plein de choses que. Voilà. Mais en fait, je l'ai vécu, l'armée, je l'ai vécu comme une grande colonie de vacances, mais qu'avec des mecs. Voilà, ce que ça m'a apporté, c'est rusticité, résilience. Voilà, c'est des points de pesto, hein. C'est pareil, c'est comme la boxe. Attends, je me remets juste ma caméra qui vient de bugger un coup, hop, et après on reprend, voilà. Allez, pas de soucis, je peux meubler. Hein. C'est bon, si c'est vous bon. êtes là, mettez un like pour le référencement. C'est Mettez un avis positif sur le podcast. un avis positif, commentez. Commentez. Donc, avant l'armée, je te connais, pas sportif, pas trop, pas du tout, peu, je sais plus, je me souviens plus, mais je sais que c'était pas du tout, voilà, c'était pas du tout ta passion. Et tu reviens de l'armée, tu reviens de l'armée déjà, bon, t'as pris quoi? T'as pris 15 kilos. Je sais plus, enfin, je sais plus, tu as peut-être les stats, mais bon, déjà, t'as pris de la masse de fou. J'imagine du coup que t'as pris une endurance de fou aussi. Et après l'armée, du coup, d'un coup, bah voilà, nouvelle passion, le sport, coach sportif, formation, tu deviens coach sportif. C'est quoi à un moment le déclic qui fait que, bon voilà, avant l'armée, pas de sport, en tout cas pas ta passion, et puis derrière tu reviens, ça devient non seulement ton gagne-pain aujourd'hui, mais ta passion. Parce que clairement aujourd'hui, c'est ce qui occupe tes semaines de A à Z. Ouais, c'est la culture sport, hein. De la culture et du sport. Non mais, ouais, c'est vrai que. Mais j'ai pas été élevé dans cette dynamique de sport, de compétitivité, J'ai fait vite fait du karaté, comme tout le monde. J'ai fait quoi, 3 mois, après je me suis désinscrit. Bon, non, c'est vrai que j'étais pas du tout un grand sportif, hein. Avant d'arriver à l'armée, je faisais 60 kilos, j'avais une endurance de merde. Donc clairement, j'avais pas les armes. Donc avant de rentrer à l'armée, j'ai décidé de commencer la musculation. Mais par dépit, quoi, j'avais pas le choix en fait. Je savais que j'allais rentrer à l'armée dans 4-5 mois. Il fallait que je prenne en endurance et il fallait que je prenne en muscle. Voilà. Parce que 60 kilos, clairement, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc, je me suis mis à courir et à me renforcer, à faire de la musculation tous les jours pendant 4 mois. En 4 mois, tu prends très vite, hein, j'ai pris 10 kilos. C'est là où j'ai appris la discipline, finalement, avant de rentrer à l'armée. Et de toute façon, je ne voulais pas que l'armée m'apprenne la discipline. Je voulais arriver à l'armée avec un début de... Je voulais que ça soit moi qui ai initié cette boucle, ce mouvement chez moi. Donc ensuite, je suis arrivé à l'armée. Et là, voilà, hein, les entraînements quotidiens, les marches, musculation, footing. Donc en fait, j'ai continué. Et puis, je me suis aperçu que voilà, c'est ce que j'aimais. C'est clairement, je me sentais bien. En fait, je me sentais bien. C'est cet esprit. En fait, le fait de se dépenser, le fait de faire quelque chose de concret, et donc là, en l'occurrence, en musculation, faire du muscle, faire de la force, entraîner la force, à savoir que la force, c'est la qualité physique, c'est le socle de toutes les qualités physiques. Si t'es pas fort, t'as rien derrière, même l'endurance. Voilà, la puissance, c'est la force sur la vitesse. Donc, la force, c'est le socle de toutes les qualités physiques. Donc, quand tu fais de la musculation, avant tout, avant de faire de la gonflette, comme on dit, tu fais de la force. Tu te renforces. Une
Une fois que tu es fort, tu peux prétendre à entraîner les autres qualités physiques. C'est logique. Et donc ensuite, voilà, l'endurance. Et j'aimais pas trop, j'étais pas très endurant. J'aimais pas du tout les footings. Je clopais pas mal, hein. On fumait pas mal à l'armée, là. Enfin, moi, je fumais pas mal à l'armée. On buvait aussi pas mal. Hein. Donc, et malgré tout, ça ne nous empêchait pas d'aller courir. Le jeudi soir, on buvait un coup et le lendemain, on allait courir. Donc c'est marrant parce que quand on courait tous ensemble, parfois tu pouvais sentir les vapeurs d'éthanol des camarades. Donc tu savais qu'il y en a un qui avait bu du Jack Daniel, l'autre il avait bu du Captain Morgan, l'autre du rhum. Tu sentais par leur respiration. Parfois il y en avait un ou deux qui jetaient leur plaque. Donc ouais, mais c'était le sport à l'armée, c'est vraiment c'est pas une question. Hein. En fait, tu fais pas de sport à l'armée. Tu vis l'armée. Le sport, c'est obligatoire. C'est ça, c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, les mecs, oui, ils font du sport, mais avant de faire du sport, ils bougent, ils sont en mouvement. Et les mecs réfléchissent pas sport, ils font des trucs. Tu vois, parcours d'obstacles. Ça fait appel à beaucoup de qualités physiques, un parcours d'obstacles. Il faut être fort, il faut être endurant, il faut être souple, il faut être mobile, il faut être ci, cela. Et les mecs, ils font un parcours d'obstacles, on fait ça pour s'amuser, tu sais. Enfin, il y a des records à faire, etc. Mais on réfléchit pas sport, en fait. On réfléchit à bouger et à se renforcer. À aller crapahuter, à aller à marcher. Tout ça, c'est pas du sport. C'est être un militaire. C'est pour ça qu'on dit souvent, moi à l'armée c'est génial, c'est un super métier, t'es payé à faire du sport. Ben oui, parce que t'as pas le choix. Et c'est là où j'ai compris, je me dis, pourquoi on fait faire ça aux militaires? On fait faire ça aux militaires parce que c'est la seule solution pour faire des hommes solides. Pourquoi faire des hommes solides? Pour pouvoir lutter contre une armée étrangère, tout simplement, pour être compétitif. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, mais attends, il y a un truc à faire. Le sport, c'est... Parce qu'en fait, t'enlèves cette force, t'enlèves cette activité physique au militaire, qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien. Après, peut-être que plus tard, dans des décennies, il y aura la technologie. On voit de plus en plus de femmes arriver à l'armée, parce que forcément, c'est moins rustique. Il y a beaucoup plus de technologies qui ont élevé le niveau de confort des militaires. Et ça, je l'ai vu au travers de mes 7 ans de mandat, de contrat. J'ai vu l'évolution technologique alléger le fardeau et donc alléger et donc rendre l'armée moins rustique. Je l'ai vu et donc forcément il y avait plus de filles qui arrivaient, etc. On formait plus de filles. Moi quand je suis arrivé il n'y avait pas de filles dans mon contingent. J'ai pu former des contingents avec des filles. Donc ça c'est intéressant. Voilà le sport. Donc pour en revenir au sport, je raccroche les wagons. Pourquoi j'ai décidé de me reconvertir dans le sport? Parce que j'aimais ça et j'ai trouvé vraiment un sens. Je me suis dit, ok, alors on fait faire du sport aux militaires pour que l'armée soit forte, pour que l'armée soit compétitive, d'accord? Alors moi, je vais faire de cet atout mon métier. Voilà, et puis je vais transmettre ça à d'autres hommes qui n'auraient pas eu l'occasion d'aller faire l'armée. Ce que je trouve regrettable, tu vois, pour faire une petite digression, je suis totalement pour le service militaire, putain, tu vois. Ça me paraît évident. Faut qu'ils goûtent à ça. Bien sûr. En fait, le piège, c'est de se dire qu'aujourd'hui, t'as pas besoin. C'est vraiment le discours ambiant de dire que t'as pas besoin, en fait, aujourd'hui, t'as pas besoin d'être fort physiquement, t'as pas besoin de savoir faire face à de la violence, t'as pas besoin de. Justement, comme tu le disais, parce que t'as la technologie. Mais en fait, t'es entrepreneur, je suis entrepreneur, les entrepreneurs le savent. Quand tu montes une boîte, tu as besoin de toutes les qualités que le sport t'apprend. Tu as besoin d'être en bonne santé pour être efficace au travail. Tu as besoin de savoir faire face à la violence que tu peux rencontrer lorsque tu montes une offre, que ça se pète la gueule, lorsque tu montes une boîte, que ça se pète la gueule, lorsque tu communiques sur les réseaux, que tout le monde tu vois, que tu te rends des commentaires haineux, etc. Enfin, tous les grands influenceurs youtubeurs aujourd'hui qui connaissent le succès, ils se prennent parfois des maxi-dépressions parce qu'ils se font face à un niveau de violence qu'après ils qualifient ça de harcèlement, etc. Mais en fait, toutes les qualités que tu apprends dans le sport, effectivement, et à l'armée en plus,
que tu apprendrais le service militaire, tu es d'accord avec moi qu'en plus, ça te sert pas uniquement pour défendre ton pays. Je veux dire, bon, déjà, défendre ton pays du jour au lendemain, on sait pas. Peut-être qu'on sera amené à le faire, on sait jamais. Enfin, tu as une ou deux générations qui se passent où tout va bien, il n'y a pas besoin, mais tu sais jamais si. Voilà, de quoi demain est fait, mais surtout, c'est des qualités qui te servent dans la vie de tous les jours, quoi. Et puis, rien qu'au niveau de la santé. Donc oui, je suis 100% d'accord avec toi sur l'aspect service militaire, et là-dessus, on est bien d'accord tous les deux. Et moi, c'est vrai que j'ai ce regret, hein, toujours, tu vois, parfois je regarde un peu, putain, j'ai pas fait, tu vois, j'aurais bien aimé faire un truc un peu, tu vois, même réserviste, des choses comme ça peut être intéressant, mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, que je retrouve quand même en sport de combat, parce qu'en sport de combat, bah, tu dois avoir un haut niveau de discipline, tu dois faire face à de la violence aussi, c'est évidemment pas la même. Et tu as peut-être moins cet esprit de camaraderie, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que le sport de combat est un sport individuel, donc t'as pas cet aspect justement équipe, rester soudé face à une même, tu vois, une même attaque ou une même Ouais, difficulté. c'est sûr. Peut-être que le rugby, pour le coup, te l'apprend un peu plus. Peut-être que le scoutisme, pour le coup, le scout, voilà, exactement. On a fait tous les deux les scouts, C'est simple, regarde. on le sait. Le scoutisme, ce que tu as vécu au scout, ce qu'on a vécu au scout, je l'ai retrouvé à l'armée. Bien sûr. Mais le fil rouge du scoutisme, c'était quand même la religion chrétienne et catholique. Donc à l'armée, tu n'avais pas ce côté. Mais j'ai quand même À l'armée, tu as le côté bienveillance. patrie. À l'armée, c'est plutôt l'aspect, normalement, patrie, drapeau, etc. Tu es autour d'un autre idéal, peut-être, du coup. Ouais, En mais théorie. pour le coup, là, non. En tout cas, pas dans mon régiment. En théorie. C'était pas. Ouais, bon, c'est de la théorie. Peut-être dans les régiments des chasseurs alpins ou dans d'autres régiments. Bien Ou sûr. les régiments OPS, tu vois. Après, pareil, dans le Qui est, scoutisme, hein, tu sais, t'as d'autres factions de scouts. Nous, on était scouts d'Europe, mais tu as des factions de scouts où tu pas de religion. voilà. Où Oui, c'est mais laïque, hein. la cohésion, voilà, la cohésion, tu la retrouves. Par contre, C'est la cohésion, sûr. tu la retrouves, ouais. Oui, mais regarde, je vais te dire un truc. La cohésion que tu as quand tu fais, allez, on va dire un terrain avec mes camarades à l'armée, quand je fais un terrain de 15 jours, c'est une cohésion que tu. C'est un sentiment et une relation euh, de souffrance, entre guillemets, partagée, que tu peux retrouver à la fin d'un bon gros sparring où tu t'es pris des grandes patates et que tu as mis des grandes patates et que tu fais un câlin, tu vois. Et ben ça dépasse même ce rapport de. Parce qu'à l'armée, oui, tu es tout le temps ensemble, tu dors ensemble, tu réfléchis ensemble, tu fais tout ensemble. Enfin, je veux dire, tu fais tout ensemble. Tu connais l'autre par cœur. Et c'est bon aussi, parce que ça rapproche beaucoup. Il y a des mecs, je me suis pris à avoir des amitiés avec des mecs, mais j'aurais jamais eu ces amitiés-là si je les avais rencontrés dans le civil, les mecs. Tu vois? Jamais. Sauf que là, on était unis sous une même bannière, sous de mêmes ordres. Et donc, on subissait ensemble. Et ce qui nous a rapprochés de ouf. De ouf. En permission, on se voyait pas. Là, à l'heure actuelle, bon, bah, il y en a, je pense à eux parfois, et eux pensent sans doute à moi, mais il y en a que je vois plus. Mais à l'époque, je sais qu'on était très soudés. On Ouais, était c'est un des groupe frères de d'armes, 5. comme on dit, quoi. C'est des frères d'armes, clairement. On était un groupe de 5, puis on fait les 400 coups ensemble. Je te dis, c'est le lycée prolongé. Je veux dire, 20 ans, 25 ans, pour moi, t'es encore un gamin. Hein. Ça dépend Bien qui, sûr. mais je veux dire, moi, je suis rentré à l'armée à 19 ans, j'étais militaire, je suis parti en OPEX, j'étais un enfant. J'étais un gamin qui avait une arme à la main, quoi. Et j'étais un gamin dans ma tête, physiquement, bon, je commençais à ressembler à un homme, mais voilà. Et, et là, depuis que puis même à l'armée, quand je mettais les gants, etc., j'avais déjà senti ce sentiment. Puis quand je me battais, hein, quand tu te bats à main nue, tu le ressens. Tu m'as déjà vu rentrer, j'avais le visage défiguré, j'étais gonflé. Bon, bah voilà. Ouais, bien C'est sûr. des choses que tu ressentais, j'avais déjà ressenti. Mais je faisais un parallèle là à un élève que j'ai forcé à se mettre au sport de combat. Tu l'as forcé. L'élève et T'as ami. mis sous la menace. Je l'ai forcé, le mec. Je lui ai dit, allez. en Il a avant. fini dans le coffre de la voiture. Allez hop, c'est parti. Et bah, il adore, hein, il regrette pas. Et je lui disais, parce que c'est aussi un mec de la muscu, c'est un mec que je continue d'accompagner au niveau de la muscu. Et je lui disais, 10 ans de muscu, c'est un mois de boxe anglaise. À quel niveau tu veux dire? En termes de confiance en soi. Ok. Voilà. Donc en fait, t'as beau faire 10 ans de muscu, il n'y a pas de confrontation.
suis d'accord. Il n'y a pas de confrontation à part avec les machines. Bon voilà, t'es un peu vénère, tu regardes les gens de travers dans la salle. Bah, tu te confrontes contre toi-même. En fait, ce que je trouve, c'est moi, ce que ça m'a appris la muscu, parce que pour le coup, moi, toi, t'as fait muscu puis sport combat. Moi, j'ai plutôt fait l'inverse, où j'ai plutôt fait d'abord sport combat et tu m'as mis à la muscu. Enfin, tu m'as mis vraiment de façon assidue, parce qu'évidemment, pour mes combats, j'avais dû faire des prépas, mais c'était sous la contrainte. C'est pareil, le mec me forçait. Pareil pour moi. Voilà, et du coup. Muscu, le combat il est interne quoi, il est entre toi et toi-même, et du coup c'est différent effectivement. Mais tu as quand même un combat que je connaissais pas, qui est en fait contre toi-même, où bah si tu dois encore placer 3 répétitions, bah dans ta tête tu dois faire un truc pour que tu les places les 3 répétitions, tu dois soulever tel poids, etc. Et ça c'est quelque chose que je connaissais pas. La boxe, tu as effectivement un adversaire, donc tu te bats contre toi-même évidemment, parce qu'il y a un moment où tu plus de cardio, tu es cuit, mais ce qui te fait surtout peur, c'est de te dire je suis cuit et le mec en face il veut m'éclater. Alors qu'en muscu, tu sais que personne ne va venir t'éclater. Au pire, si en plus tu es tout seul à la salle et qu'il n'y a pas ton coach, personne ne va venir te dire quoi que ce soit. Si c'est en plus, voilà, tu dis à ton coach c'est bon, j'ai fait les 3 reps, il va te dire ok, c'est génial. Donc ouais, c'est 2 combats différents, je trouve. Il y en a un, c'est combat contre toi-même, et l'autre, bah, c'est apprendre à combattre face à quelqu'un en face, quoi, comme tu peux aussi l'avoir dans le rugby ou dans d'autres sports. Ouais. Après, moi, c'est vraiment un truc que j'ai vécu. Hein. Je te dis, la boxe, c'est vraiment un truc. C'est fois 10 confiance en soi par rapport à prendre. Mais voilà, il faut, comme je disais là, récemment sur les réseaux, il faut avoir un capital muscle, et après, il faut savoir s'en servir. Parce que la vraie compétence athlétique, elle est dans l'exploitation de ton potentiel de force. Si t'es musclé pour être musclé, bon, je sais pas si t'as vu la vidéo du mec là, qui tape dans le ventre de Francis Ngannou. Le mec, il est archi musclé, le mec, il doit faire près de 90 kilos de muscles secs, c'est un bodybuilder. Il est ridicule. Il s'est pas envoyé une frappe, Ngannou, il a pas plié. Un 90 kilos sec qui s'est tapé, normalement, Ngannou, il se plie un minimum. Hein. Même si c'est Ngannou, il se plie un minimum, et là, le mec, il était ridicule. Bon. Bah là, la photo qui tourne en ce moment aussi, c'est, tu sais, la photo avec Tyson Fury, et puis à côté t'as Ngannou, et où en fait la plupart des gens diraient bah Tyson Fury c'est quoi, c'est un vendeur de frites, tu vois, qu'est-ce qu'il fait, un vendeur de kebab, tu vois, et puis Ngannou va en faire qu'une bouchée parce qu'il est plus musclé, et puis en fait tu regardes en anglaise, bah rien n'est fait quoi, c'est pas du tout dit que Ngannou prenne le dessus, et si Ngannou avait jamais fait de sport de combat, même avec une morpho comme il a ou avec un corps comme il a, il se fait allumer. Donc ouais, c'est la croyance populaire hyper répandue. Et donc du coup, cette passion pour le sport que tu as développée, parce que tu as vu effectivement que dans le civil, ça pouvait également avoir un gros impact, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es pas contenté de le faire pour toi, et tu t'es dit je vais bah aussi le faire pratiquer à des gens. Avant de finir ma question, j'ai encore ma caméra qui s'éteint, tu vois, la partie technique est super sur cette session. Ok, je pense que ça enregistre. Écoute, au pire, c'est contrefilmé avec le téléphone. C'est juste, on s'amusera plus au montage. Bon, du coup, je te disais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, je vais pratiquer, ok, je vais faire du sport à fond, mais pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais aider également des gens, et pourquoi tu t'es dit, je vais en faire mon métier? C'est quoi un peu, à un moment, la réflexion? Bah, la réflexion, elle est nette. Hein. C'est ce que j'ai partagé récemment aussi sur le réseau, le Ikigai là, du Japon, l'espèce de mantra là. De trouve ce que tu aimes faire dans la vie, ensuite trouve comment tu peux le monétiser, ensuite comment tu peux monétiser ce que tu aimes faire, donc en fait comment tu peux percevoir de l'argent sur ta passion, ensuite qu'est-ce que ça peut apporter à la société, donc si ce que tu aimes faire, si ce que tu aimes faire c'est faire du graffiti, l'apport à la société, bon, il peut être limité. Mais là, en l'occurrence, c'était le sport. Donc, moi, j'aimais faire le sport. Donc, je dis, ok, comment je fais pour gagner de l'argent avec ça? Coach sportif. Ok, d'accord. Ensuite, est-ce que je rends service à la société quand je fais ça? Bah, évidemment. Donc, je me suis concentré sur les hommes. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je raccroche les wagons. Ce que je voulais faire, c'était transmettre mes valeurs de rusticité, de résilience, de camaraderie, etc., au travers d'un programme sportif pour des hommes qui n'ont pas eu la chance de participer à ce genre de programme d'accompagnement militaire. C'est ça que je voulais faire. Et donc, là, je m'y retrouve totalement en accompagnement
en accompagnant à distance des mecs et en leur transmettant toutes mes valeurs. Voilà, et des valeurs que je continue à enrichir. Hein. Tout ça, ça s'est pas fait tout seul. Et ensuite, c'était quoi l'autre? Oui, non, bah, c'était ça. Non, c'était ça, oui, oui. Et du coup, comment dire? C'est là où, justement, à partir de là, c'est là où, effectivement, ça m'intéresse, c'est que, bah, comme on l'a déjà dit dans le premier épisode, moi, du coup, mon métier, c'est d'aider des coachs sportifs, du coup, à développer leur activité. Et pour le coup, par contre, être coach sportif, tu vois, moi, j'aime beaucoup pratiquer le sport, etc. Mais c'est vrai que apprendre à des gens à faire du sport et apprendre des gens et pousser des gens à faire du sport, etc., c'est quelque chose qui me passionne pas forcément. Par contre, étant passionné de communication, ça me fait kiffer, du coup, de vous aider justement à toucher un maximum de personnes, à réussir à justement vivre de votre activité, parce qu'effectivement, bah, à partir du moment où toi tu t'es dit, et c'est là où ma question suivante, c'est à partir du moment où là tu t'es dit, je veux aider des gens, je veux bah, voilà, devenir coach sportif, évidemment, donc tu as passé tes diplômes, etc. Ensuite, derrière, ce qui m'intéresse de savoir, c'est euh, bah, le moment où tu t'es rendu compte que bah, pour en vivre, du coup, il fallait développer encore d'autres compétences, je sais pas, des compétences commerciales, des compétences de marketing digital, etc. Comment tu t'es senti? Est-ce que d'un coup tu t'es dit putain, il y a un énorme mur face à moi, ou est-ce que tu as toujours été confiant, tu t'es toujours dit c'est bon, je vais y arriver et j'ai aucun souci? Enfin voilà, comment tu as vécu ce truc d'entrepreneur? Parce que finalement, aujourd'hui, pour être coach sportif, bah, tu es obligé d'être un peu en indépendant, parce que clairement, en tant que salarié, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que c'est voilà, Ah oui, tu gagnes pas, tu gagnes 3 marrons. Donc, est-ce que tout de suite tu t'es dit bon, de toute façon, ça va le faire, je vais trouver des clients? Est-ce que tu t'es dit tout de suite, tu as vu un mur face à toi? Enfin voilà, c'est quoi un peu la réaction de l'entrepreneur qui se dit j'ai un super produit, j'ai super choses pardon, à apporter à des clients, mais waouh, ben, je suis pas connu, comment je vais faire? Personne me connaît, personne me calcule, comment je vais en vivre quoi? Non, mais franchement, ouais, ça s'est pas du tout fait tout de suite. Du coup, je vais te raconter la version longue. Ça a commencé vers la fin de mon contrat militaire. Je savais qu'il fallait que je me reconvertisse quelque part parce que je voulais pas rester dans l'armée. Parce que j'en avais marre tout simplement de l'autorité et que en fait, je voulais faire ma propre autorité et je voulais dépendre de personne. Ouais, donc déjà, tu avais C'est là où, l'idée, je veux pas de patron. Déjà, pas de c'est là patron, où j'ai créé cette volonté entrepreneuriale. C'est là où la germe, où la graine a germé en fait de l'entrepreneurial. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir que j'apprenne à vendre. Il va falloir que j'apprenne à vendre. Je savais même avant de savoir que je voulais faire coach sportif, hein, je savais qu'il fallait que je vende quelque chose. Ensuite, bah, j'ai découvert que j'avais une passion pour accompagner les gars. Et ce qui change avec toi, entre toi et moi, c'est le relationnel peut-être. Alors que moi, ça me dérange absolument pas d'accompagner, enfin, euh, le relationnel physique. Parce que j'ai formé des mecs à l'armée. Tout simplement, j'avais déjà eu ça. Je les faisais pomper, je les faisais marcher. Donc, c'est un truc que je retrouve maintenant. Et donc, je me suis dit, voilà, coach sportif. C'est mon diplôme. Mais de A à Z, et encore maintenant, quelque part, je me chie dessus. Bon, maintenant, c'est dans d'autres sphères. Là, c'est sur l'immobilier. Mais je me rappelle, il y a 2 3 ans, pour trouver des clients, je me chiais dessus. Parce qu'il y avait le syndrome de l'imposteur, parce que tu es fraîchement diplômé, et tu te dis, mais quelle valeur j'ai apporté aux gens, alors qu'en fait, tu leur dis 3% de ce que tu sais, et la valeur, elle est énorme. Et là, à l'heure actuelle, je me rends compte qu'en fait, un pratiquant lambda, il passe 30 minutes avec moi. Les 30 minutes ont une putain de valeur pour lui. C'est pour ça que maintenant, je peux mettre mes tarifs à la hauteur de la valeur que j'apporte aux gens. Et ben voilà, c'est un travail. Donc j'ai commencé à l'armée, je me suis dit, ok, il faut déjà que tu arrives à te concentrer. Donc qu'est-ce que je faisais avant de partir à l'armée, en préparant mon diplôme? Donc pendant un an, je me suis mis à lire des bouquins. Donc les gens ne comprenaient pas, ils se disaient, bon voilà, Sartor, qu'est-ce qu'il fait? Il est là sur son lit, il lit des bouquins. Bon, moi, je savais pas trop où j'allais en lisant des bouquins, mais ce que je savais, c'est que j'augmentais mes capacités de concentration. Et c'était vrai. Parce que, bon, à l'armée, je me suis aussi beaucoup abruti. Entre l'alcool, le sport, les bastons, bon, on va dire que je n'ai pas augmenté mon capital intellectuel, si tu veux. Ouais, bien sûr.
J'ai augmenté mon capital rusticité, résilience, tout ça, mais pas intellectuel. Donc voilà, pour faire la transition, il fallait que je m'intellectualise, ou du moins que je me réintellectualise. Donc pendant un an, je lisais des bouquins. Donc j'ai lu sous tes conseils des bouquins de développement personnel, mais aussi du roman, du récit, enfin des trucs, je me rappelle, je lisais, je comprenais pas, mais je lisais. Et ça me permettait de me concentrer et de me focus pendant un temps. Et au final, c'est ce qui m'a permis de m'élever au point de vue je veux dire, de l'éloquence, de l'orthographe. C'est super important pour écrire des posts. Maintenant, je m'en sers, quoi. J'avais déjà cette fibre parce que j'étais très bon en français. J'ai passé mon bac. J'avais des facilités en français, en tout cas. J'aimais bien la langue, etc. Donc j'ai eu des facilités. Ensuite, je suis allé passer mon diplôme BPGEPS, mais je l'ai eu finger in the nose. Pourquoi? Parce que j'étais concentré, volontaire. J'ai l'impression que dans la vie, quand tu veux, tu peux. Bon, sauf quand tu veux pas. Hein. Évidemment, j'aurais peut-être pas pu faire médecine. Sans doute que non. Mais en tout cas, un diplôme de coach sportif, c'était à ma portée. Je me suis passionné de biomécanique, je me suis passionné d'anatomie, je me suis passionné pour ce que je faisais. Moins de physiologie, mais bon, quand même, les hormones, c'est super important. Bon, bref, je me suis passionné pour mon truc. J'ai eu mon brevet d'état haut la main. Bon, en même temps, tout le monde là, c'est un niveau médiocre. Mais la qualité d'un coach sportif, c'est le relationnel, c'est évidemment sa capacité à écouter, à apprendre, à se remettre en question, etc. Donc, c'est tout ce que je fais là depuis 3 ans que je suis coach sportif. Donc ça m'a aidé sur mon côté professionnel, sur mon côté de coach sportif en tant que tel. Ensuite, sur le côté business, bah, pareil, je me suis entouré. Toi, tu es clairement celui qui m'a aidé à développer ma communication en marketing. Tu as mis le doigt sur sur les priorités. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On arrive, tu es coach sportif. Oui, il faut que je fasse des posts. Oui, il faut que je fasse ci. Oui, il faut que je sois visible. Oui. Tu sais pas en réalité ce qu'il faut vraiment faire. Et toi, tu m'as mis le doigt sur ce qu'il fallait vraiment faire. J'ai fait ce qu'il fallait vraiment faire et ça a marché. Et maintenant que ça marche et que la routine est bien ancrée, je peux m'occuper des choses qui sont pas forcément rentables pour moi, mais qui m'épanouissent, comme la création de contenu, etc. Aujourd'hui, je crée du contenu, j'en vis pas du tout. Voilà, j'en vis pas du tout. J'espère un jour pouvoir le faire. Mais bon, pour l'instant... pas là, mais voilà, j'arrive déjà à me vendre. Et ça, c'est ce que je me suis entouré, c'est ce que tu m'as appris à faire. Et d'ailleurs, au passage, j'encourage tous les coachs sportifs qui écouteront ce podcast, bah, déjà à t'appeler. Appelez François, prenez un rendez-vous avec lui. Et juste, en fait, et puis si c'est pas lui, ça sera un autre, mais en fait, apprenez à vous vendre. Apprenez à vous vendre, les gars. Si vous ne savez pas vous vendre, vous n'allez rien gagner. Vous n'allez rien gagner et en plus après vous allez être frustré et ensuite bah, vous ne ferez plus coach sportif. De toute façon là c'est ce que je remarque, hein, c'est la stat. Hein. Surtout mes potes coach sportifs. Alors de tous les potes que j'avais en promo, bah, soit ils sont retournés à leur boulot d'avant, ceux qui étaient en reconversion, soit ils ont retrouvé autre chose. Hein. Ah ouais, non, ça finit par vendre des panneaux solaires après quoi. Non, c'est sûr. Non, c'est sans être, c'est juste pour la vanne, hein, mais c'est pas drôle, ouais. Mais c'est vrai que. T'as eu le cas Oui, j'ai eu le cas. Okay. Donc, il y a deux choses intéressantes dans ce que. Donc, déjà, je te remercie pour le petit instant promo. Il y a deux choses intéressantes que tu as dites, je trouve. C'est effectivement, quand tu es dans un métier d'action, de réussir à développer également l'aspect intellectuel. Et je trouve que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de métiers, notamment dans le tertiaire, où tu es sur des métiers purement intellectuels, où tu es devant un ordi, tu passes ta journée à réfléchir. Et les gens, ils ont du mal à faire la transition intellectuelle et le corps être bien à la fois dans son corps et dans son esprit. Et du coup, ça donne soit des gens qui sont 100% sur l'action, mais qui sont incapables de réfléchir. Donc ça peut être des gros sportifs, mais quand il s'agit de monter un business, de développer quelque chose, bah, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils n'arrivent pas à basculer. Eux, ils ont besoin que ça bouge, ils n'arrivent pas à se poser sur un ordi, sur un livre comme tu l'as fait. Donc déjà, je trouve ça super intéressant que tu aies réussi à faire cette transition d'homme d'action à plus de travail intellectuel. Et puis la deuxième chose intéressante, oui, c'est quand tu dis que quand tu lances un business, tu ne sais pas par quoi commencer, du coup tu
tu fais plein de trucs, mais plein de trucs qui servent absolument à rien. J'ai eu exactement le même ressentiment quand tu m'as fait vraiment démarrer la muscu de façon structurée. C'est que, en fait, j'avais toujours testé, vu que je faisais de la boxe à côté et que bon, j'avais pris quelques coachs par-ci par-là pour me préparer. J'ai jamais eu un suivi, jamais eu un seul coach qui m'a suivi tout le long. J'ai toujours eu plusieurs coachs sportifs, donc il n'y a jamais eu vraiment de structure d'entraînement. Et en fait, je me suis rendu compte que 80% des trucs que je faisais ne servaient à rien pour la boxe. Typiquement, moi, je passais ma vie à courir, je sais pas si tu te souviens, je faisais que courir. Et alors, je faisais du fractionné, donc fractionné, bon, déjà, pour la boxe, ok, fractionné, c'est cool. Endurance, c'est bien, donc c'est cool de courir, c'est cool de faire du fractionné. Mais là, je me suis rendu compte avec tout le renfort, toute la partie musculation que tu m'as fait faire, je vois clairement la différence aujourd'hui. Déjà, comme tu dis, déjà d'un point de vue confiance en soi, c'est que déjà, le fait déjà d'être un peu plus lourd, d'être un peu plus massif, etc. Déjà, tu as plus confiance en toi, déjà, tu as plus confiance dans ta force aussi. Et puis, tu développes, je pense que c'est les connexions neuromusculaires, ça c'est ta partie, tu me diras si c'est ça, mais tu as une conscience de ton corps que tu n'avais pas avant. Donc moi, aujourd'hui, j'arrive à être plus explosif, plus impactant, et il y a beaucoup de points en boxe où j'ai vraiment progressé grâce à la musculation. Et je retrouve ce truc-là de... Je faisais 80% de trucs qui servent à rien, voire 90%. Et toi, je me souviens, les premières séances de musculation que tu m'as fait faire, je sortais de la séance, j'étais pas fatigué. Enfin, tu vois, j'étais pas essoufflé. Voilà, c'était ça le bon mot. J'étais pas tout rouge, tout essoufflé. Et je me disais, mais c'est quoi pourquoi et toi, tu m'as dit, mais en fait, mec, t'es pas obligé de terminer une séance. Tout dépend ce que tu veux travailler, tout dépend ce que tu veux faire. Et moi, je m'étais habitué aux séances de cross-training que te font faire les clubs de boxe, où là, t'as des WOD, quoi. Enfin, tu vois, le truc, où tu finis, t'es allongé par terre, t'en peux plus, t'es cuit. C'est très bien pour travailler certains aspects, mais j'ai découvert un autre aspect de la préparation physique que je connaissais pas, qui est beaucoup plus peut-être ciblé, beaucoup plus machin, mais et de la même façon, je vois vraiment l'intérêt, et je te renvoie la balle de la même façon aujourd'hui si vous cherchez à vous structurer dans votre façon de faire de la musculation, dans votre façon même de faire du sport, peu importe le sport que vous fassiez en fait, faire de la préparation physique et vous muscler, ça va vous servir dans tous les cas. Donc je vous renvoie la balle aussi, je te renvoie la balle aussi, Kevin. C'est appelez Kevin si vous êtes pratiquant d'un sport et que aujourd'hui vous avez un plafond que vous n'arrivez pas à dépasser parce que il manque certainement une petite partie aussi de renforcement musculaire, de travail de plein de choses. Tu fais travailler la mobilité, tu fais travailler plein de trucs, tu fais travailler la nutrition aussi. Et du coup, faites appel à Kevin pour avoir un vrai plan d'action structuré. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. On parlait effectivement du fait de structurer son entraînement et j'ai entendu ce que tu as dit effectivement, donc l'importance d'être coachable. Justement, c'est aussi quelque chose que je voulais aborder avec toi, c'était justement une de tes qualités principales, je trouve que c'est ta capacité d'apprentissage et le fait que tu es hyper coachable, c'est-à-dire que moi, tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai appris, je le dis, c'est quelque chose que je diffuse dans mes formations et dans les accompagnements que je fais avec plusieurs coachs sportifs. Et à la fin, clairement, ceux qui ont des résultats, c'est ceux qui sont coachables et tu en fais partie. Est-ce que tu sais d'où te vient un peu cette capacité d'apprentissage? Parce que clairement, aujourd'hui, je te vois vraiment comme une éponge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois un contenu, tu vois quelque chose. Aujourd'hui, je sais que tu suis une formation pour investir dans l'immobilier. Je sais que tu es une éponge. Comment tu fais pour être une éponge? Non, mais vraiment, c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, j'ai pas cette capacité d'apprentissage-là. Je vais être quand même beaucoup dans l'écoute et je vais être, je pense, assez rigoureux dans la façon et discipliné dans la façon dont j'applique les choses. Mais je trouve quand même que tu as une capacité à t'imprégner de ton environnement qui est assez importante. Et est-ce que tu as des clés un petit peu à donner pour développer cette qualité-là, quoi? Ouais, bien sûr. Déjà, je pense qu'il y a il y a quelque chose qui est intrinsèque, il y a quelque chose qui est inné. Tu sais ce que c'est? C'est la curiosité. Je suis d'accord. Je pense que la base, c'est être curieux, se poser des questions. Et c'est ce que je retrouve beaucoup chez les gens qui m'entourent. Et donc, évidemment, toi, évidemment aussi ma conjointe, mes amis, ils sont curieux. Et moi, j'aime partager du temps avec des gens curieux. Parce que c'est la base de l'apprentissage. Tu vois, se poser des questions. Typiquement, quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui, lors d'une discussion, bon, ça peut être parfois un peu relou, mais va sortir son téléphone et va taper sur Google pour trouver la réponse. Tu vois. Et bien ça,
ça, c'est ce que je recherche chez les gens qui m'entourent, parce que c'est ce que je suis en fait. Enfin, j'ai pas été tout le temps comme ça, mais c'est quelque chose qui se développe. Donc c'est inné, mais ça se construit aussi. Tu vois ce que je sais pas si... Ouais, bien sûr, oui, il y a une part où naturellement, et puis peut-être l'éducation qui t'éduque à la curiosité, ou l'éducation ou le vécu d'ailleurs, parce que je pense que l'ouverture d'esprit, donc tu as une part d'éducation, tu as une part aussi où la vie parfois te met 2-3 claques et tu te dis il faut que j'ouvre mon esprit parce qu'en fait j'ai raté quelque chose. Et puis tu as une part de ça s'apprend, je pense qu'il y a clairement des livres aujourd'hui qui te permettent de l'apprendre et de te donner des méthodes aussi pour tout simplement être un meilleur apprenant entre guillemets. Ok, et du coup là aujourd'hui ce qui m'intéresse, donc là c'est le marketeur qui va parler en moi et le communicant. Ce qui m'intéresse, c'est une discussion qu'on a eue la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu t'es lancé, je me souviens, tu mettais, j'aide les hommes débutants à prendre de la masse musculaire, etc. etc. Et aujourd'hui, la semaine dernière, je t'envoie un message, je te dis, écoute mec, je vois que dans tes communications Instagram, d'ailleurs, qui sont top, allez suivre Kevin sur Instagram, il est super créatif, c'est génial ce qu'il fait. On voit beaucoup, tu sais, vu que c'est toi qui le fais, on voit beaucoup de statues grecques, tu vois, de dieux grecs musclés, on voit beaucoup de posing, de pose devant le miroir, parce que voilà, on voit beaucoup de tout ce qui touche au sport de combat maintenant aussi, puisque c'est aussi une activité que tu es en train de pratiquer. Et du coup, je t'ai dit, mais est-ce que ça va pas faire fuir les débutants? Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débutants en sport qui n'ont pas du tout envie de poser devant un miroir, ils ont juste envie d'avoir un corps correct, que ce soit des jeunes de 18 ans, que ce soit des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires. Il y en a plein en fait, ils s'en foutent d'avoir des abdos, d'avoir des gros bras, etc. Eux, ce qu'ils veulent juste, c'est être en bonne santé et être un minimum fit pour leurs proches et pour eux, enfin voilà, bref. Et du coup, est-ce que tu n'as pas peur de faire fuir ces gens-là? Et pareil pour les sports de combat, ou même, je t'ai dit, même pour l'haltéro, je t'ai dit en fait, finalement, ça réunit un peu tous les clichés de la muscu, c'est-à-dire la muscu, c'est être fort pour soulever des poids très lourds, pour poser devant un miroir et pour taper. Et en fait, tu m'as répondu quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, toi, en même temps, tu veux attirer des gens qui sont plus axés performance. Et finalement, un débutant qui veut juste se remettre en forme, c'est peut-être un petit peu moins ta cible. Donc là, vraiment, d'un point de vue stratégie marketing, je trouvais que c'était un move assez intéressant. Je ne sais pas si tu veux développer un peu là-dessus, mais tu as commencé à le faire peut-être en disant qu'effectivement, tu cherches des gens coachables. Et les gens coachables, effectivement, pour beaucoup, c'est peut-être des gens qui sont dans un objectif de performance, etc. quoi. Ouais, mais pas souvent. Hein. Tu peux avoir des gens... J'en parlais avec le coach d'haltéro, il n'y a pas de récurrence. Il y a des gros mongols dans la performance aussi. Hein. Non mais oui, parce qu'en fait, ne pas écouter les conseils d'un mec compétent que tu payes, c'est de la connerie. C'est être cool. Voilà. C'est jeter de l'argent en l'air, quoi. Non mais oui, puis même, je veux dire, c'est refuser de progresser. Oui, sans même parler d'argent. Oui, sans même parler d'argent, ouais, bien sûr. C'est de la connerie, c'est de la connerie pure et dure. Et donc, voilà, donc ça, il y a, petite parenthèse, ça, il y en a de partout. Oui, donc, effectivement, depuis peu, étant donné que j'ai mis en place la stratégie de prospection que tu m'as donnée, et donc que j'ai presque automatisé ça, donc la récurrence des élèves arrive, voilà, je signe à peu près 2 contrats par mois, bon, ça tourne bien, je suis content. Eh bien, je me suis dit, ok, alors je peux me permettre de passer un message, et le message que j'aime, le message que je veux passer moi. Tu vois, on parlait tout à l'heure de pourquoi j'ai décidé d'aller au sport, pourquoi j'ai décidé de faire coach sportif. Eh bien, je réponds à ce pourquoi à travers mes communications. Donc, moi, j'ai envie de créer clairement une communauté de mecs forts, de mecs résilients, de mecs intelligents, ouverts d'esprit, de mecs justes, bons, forts. Pour être juste, il faut être fort. Et pour être bon, il faut être fort. Beau, fort et habile. Et en étant beau, fort et habile, tu retrouves exactement toutes mes pratiques. Je suis fort parce que je pratique un sport de force qui est l'haltérophilie, qui est un sport olympique, le sport de force le plus technique et le plus beau du game. Je pratique la musculation parce que simplement, tu vois, il y a des corps d'haltérophiles, ils ont des corps de lâche. Hein. Ils soulèvent ta famille, mais ils sont dégueulasses.
Ah oui, parce qu'il y a un pourcentage de graisse qui est trop élevé, les mecs qui sont forts, ils ont un système nerveux qui est ultra développé, mais ils ont une plastique qui est moche, quoi. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, je pratique la musculation, et la musculation alliée à une bonne alimentation, parce qu'avoir un beau corps, c'est un tout. C'est du sommeil, c'est de l'alimentation, c'est de la musculation. Et donc ça, c'est le côté beau. Et en dernier, le côté habile. Je vais me servir de tout ça pour aller apprendre à me battre. Voilà. Parce que pour moi, ça paraîtra un petit peu conservateur, mais un homme doit savoir se battre pour évoluer dans la société, pour protéger sa famille, pour se protéger soi-même. Un homme doit savoir se battre pour moi. Bah écoute, bon déjà, c'est tes convictions, mais ce que je veux dire par-dessus, c'est que c'est enfin, ce que tu dis là, c'est très fort d'un point de vue marketing et communication, parce que je pense que tu le fais même pas. Voilà, bon, il y a une partie où tu sais qu'il faut le faire, mais il y a une partie où c'est aussi tes convictions. De toute façon, quand tu es entrepreneur, il faut à un moment affirmer tes convictions. Comme ça, tu réunis que des gens qui ont les mêmes convictions que toi et tu crées un mouvement. D'un point de vue marketing, ce qui est super intéressant, c'est l'esprit de communauté que tu es en train de créer. Ça, c'est très important et très intéressant, et c'est vraiment la base de la communication, c'est de réussir à créer une communauté de gens engagés qui vont s'engager pour la communauté, qui vont avoir des valeurs communes. Tu vois, tu viens de citer plusieurs valeurs, et ça, c'est super important d'un point de vue marketing, donc c'est génial. Non, c'est top. Et donc après, voilà, c'est polarisant. Donc ce qui est bien, c'est qu'effectivement, tu as une partie des gens, comme tu dis, qui vont pas se retrouver dans ces valeurs-là, et c'est pas ce qu'ils vont rechercher. Mais toi, ce qui t'importe, c'est les gens qui sont à fond dans ces valeurs-là. Il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Ça aussi, c'est une des règles de base de la communication et du marketing, c'est de pas chercher à plaire à tout le monde. Et ça, tu le fais super bien. Donc ça, c'est top. Et c'est vrai que c'est un travail qui est long, hein, parce que ça fait maintenant plusieurs années que tu travailles sur cette communication. Et je sais qu'au début, comme tout le monde, tu avais ce truc de dire, mais si je me focus que sur une niche, comment je vais faire? Si je suis trop polarisant dans ce que je dis, il y a des gens qui vont partir, et moi, je veux pas que des gens partent. Mais si, en fait, tu es obligé à un moment de faire fuir des gens et d'en attirer d'autres. Enfin, tu peux pas attirer tout le monde, parce que de toute façon, t'arriveras jamais à plaire à tout le monde. Voilà, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, bien sûr. Et puis tu regardes aujourd'hui tous les gros youtubeurs, les gros influenceurs qui font des millions de vues, etc. Tu regardes les commentaires, c'est blindé de haters, quoi. Donc si en fait à un moment tu n'acceptes pas que des gens ne vont pas aimer ton produit, ta prestation, et encore une fois, ça s'applique à un resto, ça s'applique à un garage, ça s'applique à n'importe quel business, ça s'applique à n'importe quel truc que tu lances, si tu n'es pas convaincu que en fait tu dois parler que aux gens qui ont les mêmes convictions que toi, les mêmes valeurs que toi, et que les autres, et ben c'est pas grave, au pire tu montreras une deuxième boîte qui sera pour les autres, où voilà, il y a un moment, tiens, on a acheté un bouquin là, ici qui s'appelle, je crois que c'est Accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Je trouve ça génial comme titre, parce que c'est hyper dur comme qualité, quoi, à obtenir et à avoir. La qualité de ne pas accepter d'être aimé par tout le monde, c'est d'accepter de ne pas être aimé par tout le monde, c'est super dur, et c'est une des bases de la communication, je trouve. Bah, en fait, oui, j'ai fait ce que tu m'as dit, encore une fois. Hein. Oui, mais tu prends. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu prends les apprentissages, mais tu te les appropries. C'est-à-dire que derrière, tu en fais quelque chose. Tu vois, il y a certains trucs que tu fais en com. Je suis pour l'instant, en tout cas en indépendant. Après, dans le travail que je fais en agence de communication, on le fait à un autre niveau. Mais moi, sur mon activité d'indépendant, tu vois, il y a plein de trucs hyper créatifs que tu fais, que je me chauffe pas à faire, que je me motive pas à faire, ou que j'ai peut-être peur de faire, tu vois, on sait pas. Mais ou que j'ai pas la créativité que tu as de faire. Donc, tu prends des grandes règles, tu vois, effectivement des principes que je peux te donner, tu arrives à le transformer et à faire quelque chose de créatif par-dessus, à mettre ta touche à toi, en fait, et ça, c'est hyper intéressant, ouais. Non, c'est top. Bah, parce que si t'es une éponge, mais que derrière, t'arrives pas à coller ta personnalité, effectivement, ça peut être problématique. C'est ça. Et puis, surtout si tu veux vendre un produit, surtout si tu prétends vendre l'accomplissement de l'homme. Oui, en plus. Et puis en plus, tu es sur du personal branding, c'est-à-dire que t'as pas créé une culture sport. Pour l'instant, c'est Kevin, tu vois, c'est pas, t'as pas d'autres coachs, etc. pour l'instant, peut-être un jour, tu vois. Mais donc, tu fais du personal branding, donc c'est important qu'en plus, on retrouve tes valeurs à toi, c'est toi que tu mets en avant, donc il faut qu'on voit ta personnalité, parce que si on voit ton nom, ton prénom, et qu'on connaît pas ta personnalité, à la fin, du coup, c'est mort. Donc, mais voilà, c'est ce qui freine, hein. Moi, vraiment, je te jure, c'est ce qui freine beaucoup de coachs sportifs et d'entrepreneurs globalement, c'est qu'ils ont peur de montrer qui ils sont, en fait. Ils ont peur ils pensent que déjà ils sont pas légitimes, bon ça c'est un autre souci, c'est le syndrome de l'imposteur, mais ils ont peur de pas plaire, ils ont peur
Un manque de confiance, ça, c'est un manque de Exactement, confiance. un manque de confiance. Ça, c'est un manque de... Bah, qu'ils aillent faire de la boxe. Non mais c'est vrai, parce qu'en fait la boxe Non, mais t'apprends à regarde. prendre des coups, donc t'apprends à encaisser finalement le désamour entre guillemets quoi. Exactement, mais Ouais. c'est tellement ça. Sauf que comment dire, c'est l'essence du désamour. Se prendre des putains de patates dans la gueule, des coups dans le ventre, des coups en fait, des coups. C'est l'essence de... En fait, quelqu'un que tu tapes, à la base, tu l'aimes pas. Sauf que là, tu braines ton cerveau, tu vas à ton sport de combat, t'enfiles tes gants, tu mets tes bandes, et tu vas taper un mec qu'à la fin, tu vas faire une accolade. Donc c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Et ça, derrière, mais putain, tu sors... Mais moi, je me rappelle, hein, bon, c'est arrivé à l'armée. Parce que c'est à l'armée que j'ai beaucoup pris confiance en moi. Ensuite, j'ai pris confiance à un... Attends, parce que là, tu respires un peu fort. Ah. Ça me déconcentre. Ah c'est bon. Voilà, je vais couper. Voilà, c'est bon. Ok. C'est à l'armée que j'ai pris conscience, que j'ai commencé à prendre confiance. Et ensuite, j'ai pris confiance parce qu'il fallait que je prenne confiance en tant que coach sportif. Parce qu'en tant que militaire, j'étais un homme confiant. Mais ensuite, il fallait que je sois confiant et briser ce syndrome de l'imposteur que j'avais, tu te rappelles, au début. Et donc, pour briser ce syndrome de l'imposteur, bah voilà, sport de combat, compétition d'haltérophilie, je me suis mis à l'épreuve. Voilà, mais clairement, la confiance, tu l'as quand tu prends des coups, tu t'en donnes. Je veux dire, même la lutte, ça suffit pas. Il faut se prendre des coups, il faut en donner. Il faut voir, en fait, je pense que quand tu vois un mec que tu as assommé, tu vois, alors c'est encore mieux si, bon, que tu vois un mec, quand tu vois les dommages que tu es capable de donner, c'est là où tu prends confiance, et là tu sors de ta salle. Et avant les sports de combat, j'avais ça dans la force, un squat bien lourd, tu sors de ta séance où tu as développé une charge, où ta charge maximale, il y a des choses qui se passent dans ton corps. Le nerveux s'active à son paroxysme, qui entraîne ensuite une cascade d'hormones, donc testostérone, hormones de croissance, ça te fait une espèce de fontaine d'hormones et qui fait de toi un mec ultra confiant. Et ça, tu l'as que quand tu te challenges. Et le problème, c'est que, par exemple, si les gens, je pense que le problème des gens, c'est qu'ils se challengent pas. Par exemple, tu peux avoir un mec qui vient te voir, il est coach sportif, crossfitter, le mec il fait les games, donc c'est une grosse compétition de crossfit, le mec c'est un champion, ok, c'est un champion mais il n'arrive pas à se vendre. Bon après en général les champions, les clients viennent à eux, ça c'est un mauvais exemple, mais ce que je veux dire c'est que il faut qu'ils aillent se mettre à l'épreuve en fait les mecs. Oui, ils attirent des clients, mais attention, parce que je faisais un short là-dessus tout à l'heure, c'est quand tu as développé du bouche à oreille ou quand tu as développé une légitimité, par exemple, effectivement, tu es champion d'haltéro, bon bah derrière tu vas trouver des clients pour donner du coaching en haltérophilie plus facilement, ok, mais le jour où tu veux lancer quelque chose de différent, le jour où tu veux lancer, où tu déménages, tu sais, ou je sais pas, où tu changes de discipline, ou je sais pas, tu vas repartir de zéro et tu as beaucoup de réorientation, tu sais, de reconversion, où les mecs en fait ils avaient développé un fort bouche à oreille dans le domaine dans lequel ils exerçaient, et d'un coup en fait ils se retrouvent à poil parce que justement ils n'ont jamais appris à communiquer, à vendre, etc. Et du coup comme tu dis, ils se sont tellement jamais challengés, ils se sont tellement reposés sur cette légitimité qu'ils avaient acquise grâce justement au fait qu'ils étaient champions, que derrière du coup quand ils vont lancer n'importe quoi d'autre finalement, et ça donne parfois des grands entrepreneurs qui, quand ils lancent un nouveau truc, ça se pète la gueule complètement, ou des grands champions qui, quand ils vont tenter de lancer une boîte, ça se pète la gueule parce qu'en fait, ils ont tellement pas développé, justement, ils sont tellement pas challengés, ils sont tellement reposés sur leurs acquis que, voilà, à un moment, quand tu veux être entrepreneur, même si tu as une légitimité, il faut pas te reposer que là-dessus, quoi, je pense. Ah mais exactement, bien sûr. Mais tu vois, les mecs, pour briser le syndrome de l'imposteur, c'est pour ça que j'ai fait faire de la boxe à mon pote là, parce que lui aussi va se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un moment, il faut prendre confiance. Bien sûr. Il faut prendre confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert pas facilement. Hein. C'est un truc, c'est du travail, c'est du challenge, c'est de la sortie de zone de confort. Sinon, si c'était si simple de prendre confiance. Ah oui, puis alors il y a un mec qu'on suit, donc le Raptor, qui le dit très bien. La compétence la confiance est un dérivé de la compétence ou un truc comme ça. C'est ça. Bon, bah voilà. Mais il faut avoir conscience d'être compétent. Parce que les mecs qui sont compétents, ils ont les compétences. Mais c'est ça ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est qu'ils ont les compétences, mais c'est qu'ils ne se l'avouent pas. C'est qu'ils n'ont pas conscience de leur propre valeur.
Et du coup, eh ben, ils ont ce syndrome de l'imposteur, ils n'ont pas confiance, alors qu'ils sont compétents. Et moi, au début, je l'ai senti, ça. Et puis toi aussi, tu l'as senti, on l'a tous senti. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est là où je disais tout à l'heure qu'effectivement, le sport te sert pour... Enfin, on parlait de l'armée et du sport, et je disais, le sport te sert vraiment sur plein d'autres aspects que juste être en bonne santé. Même tu veux monter une entreprise, effectivement, le sport, et comme tu dis, qui plus est, le sport de combat, t'en as peut-être parlé, je sais pas, parce que t'as cité plein de concepts en même temps. Effectivement, non, mais c'est juste que vu que je suis pas hyper calé sur ces trucs-là, du coup, j'ai pas forcément retenu, je sais plus si t'en as parlé, mais c'est effectivement apprendre à encaisser le stress, en fait, et à continuer de réfléchir en étant en situation de stress. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que tu apprends dans les sports de combat parce que, en même temps que tu as quelqu'un qui veut te taper, en même temps, il faut que tu réfléchisses à une stratégie, à quelque chose, et en même temps, il faut que tu récupères, et il faut que tu penses à comment tu vas te déplacer, comment tu vas te... Et du coup, tu apprends à réfléchir en situation de stress. Tu retrouves ça à l'armée, tu retrouves ça dans le rugby, tu retrouves ça dans plein d'autres endroits. Sport de contact. Sport de contact de façon générale, exactement. Et en fait, quand tu es entrepreneur, c'est ça. Et quand tu bosses, même en étant salarié, hein, il y a plein de situations où tu es en situation de stress, voire d'attaque, parce que quelqu'un t'attaque verbalement, ou tu dois défendre une présentation devant 15 personnes. Je veux dire, j'ai fait... quand j'étais là, il y a divers jobs où j'ai bossé, des fois tu te retrouves, je m'étais retrouvé une fois, tu vois, tu avais Carrefour, le responsable de Carrefour, Super U, tu vois, toutes des grandes surfaces comme ça, tu avais des responsables de service achat en face, et il fallait défendre la nouveauté qu'on lançait. Effectivement, tu es en situation de stress, et tu es en situation où tu te fais challenger par des mecs qui vont te dire, tiens, votre produit, est-ce qu'il propose ce truc-là, est-ce qu'il propose ce truc-là, et toi tu dois être là en situation de stress, tu dois continuer à réfléchir, et pas avoir l'effet tunnel, tu sais, dont on parle souvent. Donc c'est vrai que là-dessus, tu as raison que sport combat, là, c'est inégalable là-dessus, sur l'aspect continuer à réfléchir tout en étant en situation de stress. Et du coup, c'est de la confiance en soi, en fait, finalement. Si tu continues de réfléchir et de rester serein en étant en situation de stress, tu gardes confiance en toi, tu perds pas pied, en fait. Ouais. Et c'est ce que je fais. Ce qui est bien, c'est qu'à l'armée, on nous a entraînés à gérer notre stress en situation hostile. Bon, et tu retrouves ces techniques d'optimisation du potentiel, comme on appelait à l'armée, dans le civil. Et tu retrouves des coachs mentaux qui s'occupent de ça. Et donc là, récemment, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai accueilli un nouvel élève dans le programme qui est directeur commercial et qui doit gérer, je crois, une soixantaine de commerciaux. Okay. C'est quand même quelque chose. Et en fait, le mec, il a la banane, il est tout le temps bien, il a la bonne humeur, il aime son travail, les gens l'écoutent, il est autoritaire par l'exemple. Et récemment, il a dû virer un mec, il a dû faire face à de nombreux obstacles. Et en fait, le fait de pouvoir se dépenser, d'apprendre à gérer la pression, d'apprendre à se défouler, tout ça, ce sont des choses qui l'ont aidé, tu vois. Donc, on va dire que lui avait déjà confiance en lui, dans son travail, mais ce petit plus d'exutoire faisait qu'il s'en tenait. Effectivement, tu as ce côté exutoire et tu as ce côté... J'écoutais, tu sais, l'interview de Cyril Diabaté, là, il a fait une interview sur la dépression qui était très intéressante parce qu'effectivement, du coup, il disait, et c'est pas le seul à le dire, tu as énormément de gens qui ont un passé compliqué dans les sports de combat parce qu'en fait, c'est tellement un exutoire fort de stress et tu vois, tous les trucs, des traumatismes que tu peux tellement tout évacuer comme ça. Que moi en plus tu sais qui suis vachement dans le contrôle, tu vois, moi c'est soit je suis très très calme, soit je vais d'un coup m'énerver très fort, mais j'ai pas vraiment d'entre-deux ou de trucs, et du coup la boxe du coup m'aide c'est un super exutoire pour ça. Parce que par contre, à côté de ça, il y a plein de choses qui m'énervent au quotidien tout le temps, y compris sur moi, hein, il y a plein de trucs que je fais qui m'énervent, etc. Je suis assez exigeant avec moi-même et avec les autres, et du coup, ça accumule du stress, et au bout d'un moment, les sports de combat, c'est un super exutoire pour ça, et c'est un super exutoire, c'est une bonne psychothérapie aussi un peu, où tu t'expulses aussi des trucs, tu vois, que tu as d'avant, des souffrances, des trucs, des machins. Donc, il disait, Diabaté, que effectivement, c'est un super exutoire pour également tout ce que tu as, les souffrances un peu que tu as gardées en toi, etc. C'est vraiment un bon moyen aussi de faire sortir tout ça, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis, il y a tellement de... Là, je voulais juste rebondir sur un autre truc, c'était les peurs pour la pratique du sport de combat ou les appréhensions que les gens ont. Mais comme ceux qui ont, ça va parler aux coachs sportifs et aux entrepreneurs, aux autres entrepreneurs,
ces facteurs limitants, là, toutes ces croyances limitantes que les gens ont. Oui, la muscu, tu sais, la muscu, ça a beaucoup une image de débile. On voit dans les films, les gros bodybuilders, j'en parlais avec une élève. Et en fait, c'est faux. Enfin, c'est comme là, la boxe, tu vas y aller, tu vas être débile, tu vas perdre des années de vie et tout. Non, mais oui, tu te mets 2-3 patates, mais je veux dire, un entraînement de boxe, c'est pas non plus que se mettre des grosses mandales. Et de toute façon, quand tu fais ça, tu le fais pas longtemps, parce que là, effectivement, tu perds vraiment des neurones. Mais c'est beaucoup de travail technique, c'est beaucoup de travail d'esquive, de feinte. C'est un art, c'est un sport. C'est un putain de sport, en fait. C'est pas un truc de mongol où tu te mets des nions sans réfléchir. Donc, pareil, il y a cette image un petit peu dévalorisante, tu sais, des sports de contact. Je veux dire, le rugby, c'est un sport qui est ultra complexe. Enfin, faut être un putain de stratège. Ça dépend des postes. Mais bon, je pense qu'il y a des bons postes de Mongols et encore. Ah oui, en vrai, oui. Ah bah là, tu vois la Coupe du les Monde, gros piliers, là. la Coupe du Monde de rugby l'autre jour, je sais plus avec qui on se foutait de ça. Il y a un joueur qui est rentré, mais tu sais, le frigo chez Darty, quoi. Et le mec, en fait, à un moment, on s'est dit, mais attendez, pendant 10 minutes, venez, on regarde que ce mec-là courir. Et en fait, le mec, c'est simple, en fait, il attend. Il fait 3 mètres, il se décale de 3 mètres et boum, il rentre dans la mêlée. Après, il attend, il se décale de 3 mètres, il rentre dans la mêlée. Le mec était là uniquement pour faire. Tu sais, il devait rajouter 150 kilos dans la mêlée, tu vois. C'était incroyable, quoi. Ouais, non, mais complètement. Et moi, je voulais rebondir aussi sur le côté continuer à réfléchir en situation de stress, etc. Justement, le confort qu'on a aujourd'hui et le fait que tu n'aies pas de service militaire, que tu puisses, que tu puisses aujourd'hui, en tant qu'homme ou femme, traverser 50 ans de ta vie, 60 ans, 70 ans, sans être soumis à un stress physique. Parce que tu travailles dans le tertiaire devant un ordi, parce qu'il n'y a pas de guerre, en tout cas en France, etc. Le fait que tu puisses traverser toutes ces années-là sans avoir de stress physique fait que tu te ramollis, mine de rien. Donc ça, c'est pareil, ça peut être controversé, tout ce que tu veux, mais moi je suis convaincu que tu te ramollis, en fait, quoi. Si à un moment tu t'imposes pas du stress physique et que tu t'imposes que du stress mental, que du stress lié au travail, etc., et qu'à un moment tu n'as pas aussi ce stress physique, tu as quelque chose qui te manque, je pense, dans ton bagage à un moment. Déjà, t'as pas les armes pour lutter contre le stress du travail. Oui, voilà, en plus. C'est pour ça qu'il y a tous les burn-out. Ah bah bien sûr. En fait, le stress physique, pour moi, est plus, effectivement... Alors, tu peux avoir un stress mental si tu te fais harceler, je sais pas, j'en sais rien. Je pense que le harcèlement, c'est quelque chose de très dur aussi psychologiquement, mais il y a un moment, le stress physique, je pense, en tant qu'humain, te met dans une situation beaucoup plus dure que, effectivement, un stress qui serait uniquement lié à des paroles, à des... Voilà. Et du coup, effectivement, comme tu dis, je pense que savoir et appréhender le stress physique, de se prendre des coups, etc., te permet de mieux encaisser derrière un stress psychologique, que ce soit du harcèlement ou juste quelqu'un qui te parle mal et de pas, tu vois, pas perdre des pédales, pas perdre confiance en soi, etc., quoi. Après, voilà, c'est toujours pareil. Je pense aussi que le harcèlement, c'est un rapport de force. Il y a beaucoup de cas où, oui, il y en a qui vont se liguer, il y en a qui vont, oui, il y a des cas où, mais la plupart du temps, tu sais, c'est comme dans un podcast de Papacito, j'ai repris ce qu'il disait dans une vidéo, parce que c'était trop beau, en fait. Il disait qu'au collège, voilà, t'avais les gens qui se faisaient tartariser, victimiser, t'avais la partie de ces gens-là qui s'affranchissaient de cette condition, et qui, à un moment donné, crier un peu, voilà, lutter un petit peu, et donc sortait de cette zone de victime à un moment donné, et d'autres qui n'en sortaient jamais. Parce que trop protégés, parce que je sais pas quoi. Il prenait l'exemple de l'enfant de Depardieu. L'enfant de Depardieu, le truc, il a tout eu, et voilà, drogue, il est mort en moto, voilà, il n'a pas eu son père avec lui. Donc, et voilà, et d'où l'importance de la combativité, d'où l'importance d'aller se confronter à l'armée. Juste pour faire une petite parenthèse, à l'armée, quand je suis arrivé au tout début, il y a des mecs qui sont arrivés dans ma chambre, tu vois, pour me péter la gueule, enfin en tout cas pour me mettre en opposition avec d'autres mecs. J'ai joué le jeu, je me suis mis en opposition, je me suis fait défoncer, mais je me suis mis en opposition. Et tous les mecs, et donc ce soir-là, ils ont fait toutes les chambres du bâtiment. Bon. Ils étaient pétés, ils avaient un coup dans le nez, ils se sont dit, allez, on va endurcir les jeunes. Ils sont passés dans ma chambre, ils ont tambouriné, j'ai ouvert, allez, tu mets les gants, j'ai mis les gants, et j'ai joué le jeu.
Et ceux qui n'ont pas joué le jeu, ceux qui se sont, entre guillemets, pissés dessus, ne sont pas restés à l'armée. Et tant ils sont pas restés à l'armée. Et malheureusement, peut-être que dans l'emploi qu'ils ont trouvé plus tard, ils ont retrouvé cette nouvelle forme de brimade et qu'encore une fois... Tu peux pas fuir éternellement. Mais voilà. Mais c'est ça. Et tu vois, et je me suis dit que ce jour-là, et c'est ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. Ah, tu sais, tu t'en rappelles, hein, les mecs, ils arrivent, ils ferment les volets, ils ferment la porte à clé, ils t'allument, t'es tranquille. La même élégante, t'étais en train de rêver. Bon, ok, tu dis d'accord. Et là, tu sais, t'atterris. Tu te dis, ok, c'est ça la vie, c'est comme ça que je dois prouver. Ce jour-là, je devais prouver. Et ce jour-là, j'ai prouvé. Et si j'avais pas prouvé, je pense pas que Bon, on a toujours le choix. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le choix. C'est-à-dire que là, même si t'as 40 ans, ça fait 40 ans qu'on te marche dessus, tu peux toujours te relever. Il n'est jamais trop tard. Ça doit passer par des processus différents, mais il n'est jamais trop tard. Et moi, c'est ce que j'ai à cœur de transmettre à mes gars. Et là, j'ai un développeur là, qui vient de se lancer. Et le mec, je veux dire, gros mérite, tu vois. Le mec, il a les aides de l'État, il vit dans un logement plus que social. Tu sais, c'est une ancienne entreprise qui a prêté ses locaux à l'État. Le mec, il vit dans un bureau, en fait. Il vit dans un bureau, il n'a pas trop de thunes pour acheter ce qu'il doit bouffer, donc je lui fais un programme alimentaire spécialisé, et le mec a payé ma formation, parce qu'il a conscientisé. Il s'est dit, ok, c'est un mec qui il s'est fait piétiner, il s'est fait marcher dessus pendant toute sa carrière de fast-food, et là il s'est dit, ok, je veux devenir développeur, donc il a changé de métier, il a pris un coach sportif, coach mental, et là le mec, il est sur piste, quoi. Ça fait 3 mois que je le suis, c'est magnifique, il fait tout ce que je lui dis. Voilà, je vais pas tarder à l'initier à la boxe, il le sait pas encore. Il va le découvrir. Bah non, il le découvrira plus tard alors. Voilà. Il est jamais trop tard. Non, c'est clair. Je suis bien d'accord avec toi. Bah écoute, sur ces belles paroles. Les 58. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sur ces belles paroles, on va se quitter. Effectivement, comme vous l'a dit Kevin au cours du podcast, laissez un petit commentaire, une petite critique, un petit avis positif sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous écoutez le podcast. Et si vous le regardez sur YouTube, bah classique, hein, laissez le petit like qui va bien, mettez un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis aussi. Et puis on vous dit au prochain épisode. Abonnez-vous pour pas rater le prochain épisode. Et puis allez voir le premier si vous ne l'avez pas vu. Le premier, on parle un peu plus de mon parcours. Et puis, dans les épisodes suivants, ce sera beaucoup plus des discussions, on va dire, qui continueront à parler de notre parcours, mais de sport et d'entrepreneuriat. Et puis, on va élargir peut-être à des sujets d'actu, on verra. Comme a dit Kevin, c'est un peu la carte blanche. Merci Kevin de t'être confié sur ton parcours. Et puis je sais pas si tu avais un petit mot à dire avant la fin. Peut-être les recommandations, non? Oui, tu veux mettre ce truc en place. Ouais, t'as raison. Ouais, je trouve. Donc je vais finir par une question. Donc pour toi, qu'est-ce qui t'a marqué au cours de cette dernière semaine, enfin entre le premier podcast et celui-là, qu'est-ce qui t'a marqué comme contenu? Qu'est-ce qui m'a... justement ce contenu, donc c'est Cyril, vous tapez sur YouTube Cyril Diabaté dépression. Ça donne super envie comme ça, mais en fait, déjà au-delà d'être hyper intéressant, ce gars a déjà un vécu de fou, et une enfance de fou et un vécu de fou ensuite, avec une carrière. C'est un des premiers champions français de MMA, et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, c'est très intéressant d'entendre un mec qui a cette posture virile, cette posture au gros bras, cette posture de castagneur, etc., parler de dépression, parce que comme il dit dans son interview, la dépression est un sujet tabou, notamment entre hommes, tu vois, on parle pas de « j'ai fait une dépression, nanan », parce que ça ressemble à un truc de fragile, et ça fait du bien en fait d'avoir un mec issu des sports de combat justement, qui était videur de boîte de nuit, etc., un mec plutôt très très dur, qui parle de dépression, ça fait du bien, et ça permet aussi en fait, comme dirait l'autre, tant que t'as pas compris ton problème, tu peux pas trouver la bonne solution. C'est-à-dire que si tu vises à côté, si tu comprends pas le problème que t'as, peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, voilà, sans le savoir, vous êtes dans un état un petit peu de dépressionnaire, etc. Il faut mettre le doigt sur le problème et se dire oui, je suis en dépression ou je le suis pas, mais si je le suis, ne pas se cacher. Et à un moment, c'est ce qu'il invite à faire dans cette vidéo-là, donc je vous invite à aller la regarder. Et puis ça peut vous aider à comprendre aussi un phénomène passé, parce qu'il y a aussi vous avez peut-être fait une dépression
dans votre passé sans... Pardon, j'ai dégluti en même temps. Vous avez peut-être fait une dépression dans votre passé sans le savoir, et c'est intéressant d'en avoir conscience. Moi, je sais que j'en ai fait, puisque c'est des psys qui me l'ont dit, donc je sais qu'à tel moment de ma vie, effectivement, j'étais dans un peu de dépression. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils en ont fait une, en fait, ou qui ne savent pas qu'ils le sont actuellement, et je trouve que cette vidéo est très intéressante pour ça. Et toi, du coup? Ouais, moi justement, alors pour le coup, c'est plutôt un contenu divertissant. En ce moment, je m'ouvre un peu au monde, culture d'homme du monde. Donc, je lis en ce moment Balzac, donc Illusion perdue. Je m'accroche parce que tu m'étonnes, il faut s'accrocher. Moi, j'arrive plus à lire. Le Couze, il a un vocabulaire d'époque ultra soutenu. Enfin, avec des. C'est pas un vocabulaire soutenu, c'est des tournures, des tournures qui n'existent plus. C'est ça. Donc, moi déjà que. Bon, mais enfin bon, je m'accroche et petit à petit j'y vais. Bon, celui-là, je ne vous le conseille pas, mais j'en parle quand même, donc ça me fait plaisir. Et puis, par contre, oui, en ce moment, je regarde une chaîne YouTube qui est en train de grossir et qui, moi, me fait beaucoup voyager et qui montre d'autres choses. Cette chaîne YouTube, c'est Village Russie, où tu vois un ancien policier français qui est parti en Russie, et ça fait maintenant 15 ans qu'il y vit, et il explique sa vie en Russie, tout simplement. Et moi j'adore ça, il filme avec son téléphone, c'est rustique, il a des animaux, des petites bêtes, il est avec sa femme russe, bon voilà, il m'explique les traditions de la Russie. J'expliquerai dans un prochain podcast peut-être ma proximité avec ce pays, etc. Mais voilà, je vous conseille cette chaîne YouTube pour vous ouvrir l'esprit et pour voyager un petit peu. Eh ben, j'ai rajouté un œil aussi parce qu'effectivement c'est un pays que je connais pas du tout, et puis c'est toujours des chaînes qui font voyager, c'est super sympa. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, curiosité. Super, merci Kevin. Merci François. Allez, à plus tard, ciao. À plus, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.